Bonjour et bienvenue pour cette exploration de Tennoji à Osaka. On pense souvent hub de transport, mais en fait, c'est un quartier où l'histoire, les légendes affleurent un peu partout. On a pas mal de sources sous la main, des articles de blog, des récits locaux, des notes sur une balade historique, des infos d'office de tourisme, des pages wiki. L'idée, c'est de décortiquer tout ça pour dénicher les histoires et les lieux un peu cachés, ce qui donne vraiment son âme à Tennoji. Pour les curieux, quoi. Alors, on s'y met. Pour commencer, impossible de passer à côté de Shosuyama. Historiquement, c'est central. C'était le QG de Tokugawa Ieyasu pendant la campagne d'hiver du siège d'Osaka. Oui, et puis celui de Sanada Yokimura pendant la campagne d'été, juste après. Exactement. Aujourd'hui, c'est intégré au parc Tennoji, mais on sent encore le poids de l'histoire. Et, bien sûr, qui dit siège d'Osaka, dit Sanada Yukimura, le fameux plus grand guerrier du Japon. Sa charge héroïque pour attendre Ieyasu lui-même, c'est légendaire. Tout à fait. Et cette bataille finale de Tennoji, c'est vraiment un tournant historique. Ça marque la fin de l'ère Sengoku, cette longue période de guerre civile, et ça installe définitivement le shogunat Tokugawa. C'est énorme. Et il ne faut pas oublier Mori Katsunaga, un autre général clé côté Toyotomi. Ah oui, hein. Moins connu peut-être ? Basé à Shitanoji, il a été très actif. Mais bon, la légende de Yukimura a un peu tout écrasé médiatiquement, si on peut dire. D'ailleurs, petite ironie que soulignent certaines sources, l'attaque finale a été un peu précipitée. Pas tant par une stratégie globale que par l'impatience de certains généraux Tokugawa, comme Honda Tadamoto ou Matsudaira Tadanao, qui voulaient briller. Intéressant ça. Des ambitions personnelles qui influencent le cours de l'histoire. Voilà. Et aujourd'hui, le parc Tennoji sert un peu de mémorial à ciel ouvert pour cet affrontement décisif. Bon, alors suivons un peu ces personnages. Le sanctuaire Yasui, par exemple, c'est un lieu assez poignant, parce que c'est là que Sanada Yukimura serait mort, épuisé après sa dernière charge. D'ailleurs, sa statue commémorative le montre assis. C'est assez rare, non ? Ça suggère vraiment cette fatigue ultime. Oui, c'est une interprétation forte, ça humanise le héros légendaire. Dit que son eau calme les terreurs nocturnes des enfants. Charmant, non ? Et même le nom Yasui, les sources hésitent. Oui, soit lié au repos Yasumu d'une autre figure historique, Sugawara no Michizane, qui serait passé par là. Soit tout simplement lié au puits lui-même, L'histoire se niche partout. Autre lieu, autre ambiance, mais tout aussi fascinant, le temple Ishinji. Là, on trouve le tombeau de Honda Tadamoto, le général Tokugawa dont on parlait, tué par Mori Katsunaga. Et c'est là que ça devient vraiment particulier. Il y a cette légende incroyable rapportée par plusieurs sources locales. Ah oui, le fameux dieu anti-alcool. C'est ça. Sa dernière volonté aurait été de dégoûter les gens de l'alcool. Du coup, les gens viennent prier sur sa tombe pour arrêter de boire. C'est dingue. C'est assez unique comme histoire. Mais est-ce qu'on sait pourquoi cette légende s'est fixée sur lui, au-delà de sa mort au combat ? Les documents ne sont pas très clairs là-dessus. C'est souvent comme ça avec le folklore. Mais ça montre bien comment la mémoire populaire s'empare d'une figure. Et il n'y a pas que ça à Ishinji. Il y a aussi cette histoire du pain. Ah, le pain qui aurait sauvé Ieyasu ? Oui, en créant un brouillard pour le cacher de Yukimura qui le poursuivait. Encore une légende tenace. Ce qui est vraiment passionnant avec ces lieux comme Yasui ou Ishinji, c'est justement ça. C'est ce mélange constant entre l'histoire documentée, la mort de Yukimura, le tombeau de Honda, et ce folklore très vivant. Le pain protecteur, le pouvoir anti-alcool. Exactement. Ces légendes, en fait, elles rendent l'histoire plus proche, plus mémorable pour les gens qui visitent. C'est pas juste des dates et des noms. Ça devient des histoires qu'on se raconte. Et ça explique sans doute pourquoi le sanctuaire Yasui est si populaire auprès des fans de Yukimura. Absolument. Ils viennent chercher ce mélange d'héroïsme historique et de mythe. Mais Tennoji, ce n'est pas que le siège d'Osaka, loin de là. Le temple Shitennoji, par exemple, qui était la base de Mori Katsunaga, il est beaucoup plus ancien. Ah oui, là on remonte carrément aux origines du bouddhisme au Japon. Fondé en 593 par le prince Shotoku, c'est considéré comme le premier temple bouddhiste d'État du pays. Les récits de sa fondation varient un peu, mais parlent souvent d'une bataille du prince Shotoku contre des forces hostiles au bouddhisme. Parfois décrites comme des démons, ou même des araignées géantes dans certaines versions locales. Voilà, rien que son âge, ça force le respect. Presque 1500 ans. Et puis, une histoire plus récente, mais très émouvante, trouvée dans des archives locales. C'est celle de l'éléphant John du zoo de Tennoji pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, l'histoire du soigneur. Oui, l'ordre avait été donné d'euthanasier les animaux potentiellement dangereux en cas de bombardement. Mais son soigneur n'a pas pu s'y résoudre. Il l'a caché et nourri en secret au péril de sa vie.
Une histoire incroyable de dévouement. Il y a un mémorial pour John aujourd'hui au zoo. Un petit symbole de résilience et d'humanité dans une période sombre. Et pour finir sur une note un peu plus hors piste, un petit trésor caché. La rue commerçante Anwa Shotengai. C'est juste à côté de la gare JR. Une ambiance un peu différente là, non? Carrément. Ça vient d'un marché noir de l'après-guerre. Pendant un temps, c'était le coin des grossistes en bonbons et confiseries. Aujourd'hui, ça a gardé une atmosphère très Showa, cette période de l'après-guerre aux années 80. C'est un peu un voyage dans le temps. Un côté nostalgique. Oui. Ou alors, pour les gourmands, il y a les fameuses patates douces caramélisées Abeno Potato de chez Shimaya. Une institution. C'est tout à fait ça, en fait. Ce qui rend Tennoji si riche, c'est cette superposition constante des époques et des histoires. On a un temple millénaire à côté d'un champ de bataille médiéval. Les souvenirs de la guerre, l'histoire de John. Et puis cette vie de quartier, cette nostalgie du Showa dans certaines rues. La résilience est partout. Shitennoji a été bombardé mais toujours reconstruit. L'histoire de l'éléphant, c'est aussi de la résilience. C'est vrai. Et c'est cette densité narrative, ce mélange d'histoires avec un grand H, de légendes locales et de petites histoires du quotidien, qui fait, je pense, l'attrait profond et assez unique de Tennoji. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient cette plongée dans Tennoji ? Peut-être que c'est un quartier qui récompense vraiment la curiosité. Il faut gratter un peu sous la surface. Au-delà des attractions évidentes, chaque coin de rue peut cacher une histoire d'héroïsme, de tragédie, de foi très ancienne, de légendes populaires, ou juste de la douceur de vivre d'un quartier. Les strates du temps sont là, visibles. Et peut-être une dernière pensée, qui ressort de toutes ces sources croisées, c'est de se demander comment la mémoire collective, qui se nourrit autant des faits historiques que de ces légendes comme le pain d'Ishinji, la statue pensive de Yukimura, ou même ce dieu anti-alcool, comment tout ça façonne encore aujourd'hui notre perception, notre expérience quand on visite Tennoji. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce qu'une communauté choisit de retenir, de raconter et de transmettre à travers les âges? C'est une question intéressante, je trouve.